Bienvenue à vous, content de vous retrouver pour ce 46e numéro de Funeste Fred. Je pense que, oui, vous pouvez en juger par ce qui vient des profondeurs, même si, ayant fait quelques tests, je me rends compte que ma voix rend mieux. Comprenez à l'écran que quand je m'entends, moi là-dedans, hein, et c'est pas nécessaire, pas davantage de vous faire un dessin. Très mauvaise nuit j'ai passé, pas apocalyptique, mais à certains moments, on aurait pu se risquer à dire ça. Maintenant, je me suis rendu à la pharmacie, on m'a donné ce qu'il fallait. Je me sens nettement mieux, mais bon, pour la voix, pardonnez encore peut-être. Et dans la foulée, je tenais encore à m'excuser. C'était un accident, je vous prie de me croire, veuillez m'excuser pour la mauvaise, toute même qualité sonore du numéro précédent. Alors aujourd'hui, pas vraiment ou pas trop de poésie, de littérature à proprement parler, plutôt des textes renvoyant à, allez, on va dire des questions de société ou, allez savoir encore à l'actualité. Pas trop de poésie, mais rien ne vous empêche, si le cœur vous en dit, hein, la perception de votre côté si vous avez envie de voir les choses sous cet angle-là. Surtout, ne vous retenez pas. Alors, il n'y aura pas dans ce numéro, il n'y aura pas mon abécédaire de lecteur. Comprenez, je ne tiens pas nécessairement à vous la servir, cette séquence-là, dans chaque numéro, et j'ai pas franchement eu le temps, de vous concocter quoi que ce soit, pardon, une fois encore. Mais pourquoi ne pas, oui, pourquoi pas aller dans ce livre auquel on a donné le titre. Il a été édité chez nos amis des éditions Aubert Babel, et c'était le dictionnaire arbitraire. Oui, dictionnaire arbitraire des éditions Aubert Babel, rédigé par un collectif d'auteurs. Des amis français, je pense. Oui, tous ou alors pour ainsi dire tous. Et je remercie encore Alexandra qui m'en avait envoyé un exemplaire et qui d'ailleurs doit être l'auteur du premier extrait que je vais vous lire. On va dans la lettre G. Oui. Ça n'a pas dû arriver. Fréquemment, on dit faire référence et ça commence tout doucement. Je ne dois pas être le seul à me pomper l'air. La référence au genre, à la question du genre, la théorie du genre. N'allez pas me penser réactionnaire, hein. Ben oui, d'autant que au départ, bon, je me disais, ce sont des théories parmi d'autres, hein. Je ne me figurais pas qu'un temps viendrait et aussi vite où on voudrait de facto les intégrer à notre vocabulaire, à nos usages quotidiens, les faire passer aussi d'une certaine manière à ce que j'ai pu comprendre au sein de l'éducation publique. Bon, hein, sans m'acharner, au début, je me disais: «Oui, ça fait partie de théories parmi d'autres», et je pensais, grand naïf que j'étais, que ça avait peut-être le mérite de remettre l'accent sur, le social, comprenait les constructions sociales. Et au bout d'un moment, quand j'ai vu l'évolution, très rapidement, je me suis dit: «Non, là, on débouche sur des trucs qui sont pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, où j'avais pu, sottement me figurer un temps que 3 petits points». Bon, je pense qu'on a saisi. Alors, ça vaudra mieux, je vais lire l'article. Le genre, dans ce dictionnaire arbitraire qui, embrasse, des sujets très variés, renvoyant ou non à l'actualité, ou non à la littérature et à la poésie, à la philosophie. Alors, la nouvelle manie de s'intéresser au genre transpire l'amour de l'étiquette. Je précise que ce livre a été publié, je dois posséder d'ailleurs l'unique exemplaire ayant été imprimé à l'envers. Oui, l'auteur, vous voyez, mmh, l'auteur a toujours, oui, cette chère amie a toujours prétendu, qu'elle se trouvait qu'elle devait,
qu'elle devait se trouver manifestement dans un estimait-elle, hein, c'est ce qu'elle nous rapportait, elle devait se trouver dans quelque état second au moment, de l'emballer, pour me l'expédier, me l'envoyer. Nous n'en croirons rien. Nous n'y, prêterons nullement foi. Alors je reprends. La nouvelle manie de s'intéresser au genre transpire l'amour de l'étiquette, comme s'il fallait à toute force définir l'individu moderne. C'est là, oui, où je voulais en venir. L'erreur d'interprétation qui avait pu être celle de votre serviteur à un moment donné, et je me suis rendu compte effectivement, voilà, on le dit, comme s'il fallait à toute force définir l'individu moderne par un caractère unique, une singularité limitative qui semble du même coup l'exclure du reste, c'est-à-dire du genre humain. Que ne ferait-on pas pour être singulier? Cet amour de l'étiquette va, comme son nom l'indique d'ailleurs, avec le parler politiquement correct. Ben tiens, c'est moi qui ajoute. Pour respecter l'étiquette, il faut s'interdire certains mots grossiers. Le plus grossier d'entre tous étant le mot sexe. Pour la raison qu'il implique des comportements vulgaires, c'est-à-dire en dernière instance communs. Et il est interdit d'être commun, il faut être d'une ineffable singularité, ne plus chercher à faire sa place parmi les autres, mais se positionner en dehors, en communauté réduite et choisie, ce qui, quand on accepte d'y réfléchir, 5 minutes est l'aboutissement des revendications de la jeunesse, entre guillemets, sans oublier les guillemets, révolutionnaires des années 70. Ce type d'étiquette ne remet surtout pas en question le marché et en crée même de nouveau toilettes pour femmes, toilettes pour hommes, toilettes pour transgenres, pour gender fluide. La liste est hélas sans fin et les marchands de chiottes n'ont pas fini de se faire du blé. Ici, on admet les chiens et les végétariens homosexuels. Heureusement, les Américains jamais à court quand il s'agit d'étirer un marché au maximum pour des gogos, ont inventé le terme d'intersectionnalité. C'est beau comme un concept, sauf que c'est un de ces mots valises qui signifie juste qu'on peut avoir plusieurs identités, entre guillemets toujours à la fois. Dire qu'il y a des philosophes qui ont passé leur vie à essayer de produire des concepts opérants et que ceux qui devraient être les héritiers de ce travail se targuent d'être originaux en inventant l'intersectionnalité. Texte d'Alexandra Tricoté. Je vais vous en lire un autre, celui qui vient immédiatement après dans le recueil et que l'on doit là. Je ne le connais pas perso. Oui, je pense que son prénom c'est Michel. Michel, que je ne dise pas de bêtises. L'article gentilé, hein, je vous ai lu l'article genre à la lettre G, et nous allons passer à gentilé, article que l'on doit en effet à l'article gentilé à Michel Fagard. Pardonnez-moi, je ne suis franchement pas au top de mes possibilités, on fait ce qu'on peut encore une fois. Alors, permettez juste une seconde pour que ça aille tout de même, mmh, sans faire de pub. Vous savez pourquoi on ne fait pas pause dans Funeste Fred? Alors gentilé, oui, c'est là on change complètement d'horizon, on change complètement de sujet, hein, apparemment. Mmh, Gentilé, j'espère que ça vous amusera davantage encore. Connaissez-vous les Castel-Théodoriciens? Je répète, connaissez-vous les Castel-Théodoriciens? Ce sont les habitants de Château-Meurice, de Château-Mery, dans l'Aisne, en France. Oui, les Castel-Théodoriciens. Le nom, Château-Thierry. Le nom des habitants d'un pays
ne donne pas seulement lieu, c'est ça, gentilé, ça renvoie à ça dans le vocabulaire, dans le lexique. Le nom des habitants d'un pays ne donne pas seulement lieu à toutes sortes de manipulations idéologiques, il est aussi un casse-tête. On a d'abord les Islandais, les Colombiens, les Béninois, les Andorrans, les Yéménites, les Qataris. Choisissez votre suffixe. Ce n'est pas toujours évident, mais comment deviner que les habitants du Guatemala s'appelaient les Guatémaltèques, ceux de Monaco les Monégasques, ni même que ceux du Pérou sont des Péruviens. Sans parler des Malgaches ou des Burkinabés, et comment diable s'appellent ceux des îles Cook, les Cookies. Mais là où ça se corse sérieusement, c'est quand on aborde les habitants des villes. Les habitants de Saint-Cloud sont les Clodoaldiens, ceux de Château-Thierry, on l'a déjà dit, mais on le répète. Les Castels théodoriciens, quant à ceux d'Ascou, ce sont les Asculfusiens, grand bien leur face, tandis que ceux des Moutiers sont les Pelots, paraît-il. Allez savoir pourquoi. Pour pratiquer ce petit jeu, il faut bien sûr un dictionnaire spécial. Un dictionnaire spécial et les verbicrucistes en feront leur chou gras. Et encore, on n'a pas cité les habitants des villes étrangères, les Stambouliotes, Lisboètes, Madrilènes, ni même les Algérois. Et pour Chicago, vous avez le choix entre Chicagoan et Chicagolais. Après tout, ce n'est pas plus difficile à apprendre que les horaires des trains entre Perpignan et Narbonne pour les années 1930-1935. Attention quand même au changement d'horaire en été. Et ça vous aidera à faire croire aux autres que vous avez de la culture et donc à éviter de fréquenter ceux qui n'en ont pas. L'article se clôturait par une citation de l'allemand que je dirais directement en français, ça vaudra mieux. Et revenant à dire beaucoup de plaisir en voyage. Oui, je n'ai pas dit bonne rentrée à toutes celles, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont concernés. Bonne rentrée de septembre. Nous sommes le 2 aujourd'hui. Alors, c'est pas la première fois que je vous le montre, qu'il apparaît à l'écran. Dictionnaire. Dictionnaire arbitraire. Voilà, je mets les références comme pour les autres bouquins et les autres références de ce numéro dans l'absolu, en dessous, dans la partie description. La semaine dernière, je rendais hommage à l'un de nos plus fameux disquaires dans ma ville ici, dans le sud belge, oui, qui a pris congé de nous il y a tout juste une semaine. Et je me suis rendu compte que je n'avais plus à résidence, oui, je me suis rendu compte que je ne possédais plus ici que deux vinyles de 33 tours. Alors, si besoin, je rappelle que ce que vous allez voir dans quelques instants correspondait, sur le plan du format, à ce qu'on appelait un 33 tours, un 30 centimètres. Oui, ça équivalait à un album. Un 33 tours, un 30 centimètres. Et lorsque vous aviez affaire à un vinyle qui avait le format d'un 33 tours, mais qui tournait à la vitesse d'un 45 tours, il fallait parler de maxi 45 tours. Et je ne me souviens plus du nombre de centimètres, 17, je crois, pour les 45 tours en général. Là, c'était à l'intention. Quand on sortait un single, quand un artiste, un groupe, sortait un single, il y avait un titre, une chanson d'un côté, un autre titre, face A, face B. Mais je me souviens que jusqu'au début des années 1960, il arrivait, volontiers
Qu'on plaça, 2 chansons de chaque côté pour les 45 tours. Voilà, les 45 tours, les petits, pour les singles. Le maxi 45 tours, là, c'est venu un peu plus tard, hein. Je pense que ça a démarré à l'époque du disco dans les années 70, oui, plutôt à l'époque des standards, disco des artistes, que le cas échéant, vous auriez connu à partir comme votre serviteur, déjà très jeune, à partir des années 70 et 80, lorsqu'un titre avait du succès, on mettait sur le marché une version étendue, pas nécessairement améliorée, hein. Dans tous les cas, mettons une version pour sûr, étendue, une version plus longue, et on parlait comme on continuera à parler de version extended play, voilà, de version longue des titres. Alors oui, mes 2 vinyles et peut-être, le cas échéant encore, si, vous êtes jeune, oui, peut-être que je vais vous faire découvrir 2 grands du cinéma français, mmh, et qui se sont imposés, pour l'un déjà dans la période, de l'entre-deux-guerres, et pour le second vinyle, dans la période de l'immédiat, oui, dans l'immédiat après-guerre, après, comprenez bien entendu, bien sûr après Seconde Guerre mondiale. Et je me suis rendu compte que les 2 vinyles, que je possédais, je le disais à quelqu'un il y a quelques jours, je regrette tout de même de m'être séparé trop tôt, il y a 20 ans tout juste, de mes vinyles en musique classique, hein, et j'aurais dû opérer un tri, tout du moins un tri, en garder quelques-uns pour diverses raisons, notamment le plaisir de pouvoir, vous les montrer dans Funeste Fred. Et je me suis rendu compte que les 2 vinyles que j'avais concernés renvoyaient tous les 2 à la littérature, à des classiques, en compagnie de Fernandel, Fernand Contandin, dit Fernandel, et Gérard Philippe Fernandel pour les Lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet. Je précise d'emblée que les 2 33 tours que vous allez voir, ils ont tous 2 remporté le grand prix du disque de l'Académie, Charles Cros. Oui, je ne dis pas de bêtises, le grand prix du disque de l'Académie, Charles Cros, Fernandel 1967, 1954 pour Gérard Philippe et son Petit Prince, même si, j'ai des mentions déjà, d'enregistrement, de Fernandel, de Daudet à partir de 1953, et j'avais dénombré j'ai connu, moi j'ai un 33 tours, un 30 centimètres simple, mais j'ai connu des gens qui possédaient un coffret, avec un triple, un triple album, et Fernandel aura dû enregistrer, je pense que, j'en avais dénombré 14. Il a dû enregistrer une quinzaine d'histoires. Des Lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet, et c'était distribué par, oui, les 2 étaient distribués par Distribution Exclusive Musidisc Europe, et c'était le label Festival Musique, ou Musique, Festival. Alors d'abord, en essayant de le faire apparaître le mieux possible, mais convoquer des moteurs de recherche. Ici, Fernandel. Bon, je pense que on a vu, hein, oui, c'est aussi un des buts de Funeste Fret, c'est de vous renvoyer à, comme je disais, hein, sans blague, hein, oui, oui, pour sûr, relancer la démarche active, autour des bouquins, ou le cas échéant autour des vinyles, des 30 centimètres, dans l'hypothèse, vraiment, c'est que oui, des proches, des amis et moi, on avait pris un tel coup de vieux déjà en l'an 2000, faites le compte. Oui, ça fait un quart de siècle. En l'an 2000, nous avions, oui, lorsque nous nous sommes rendus compte que, nous venions de montrer pour la première fois dans le cours de son existence à une collègue nettement plus jeune que nous venions de lui montrer pour la première fois un tourne-disque, une platine. Alors dans l'hypothèse vraiment où
Un vinyle, ça ressemblait à ça. Je vous ai montré déjà pour la pochette le Fernandel. Alors, Gérard Philippe, je l'ai déjà dit, hein, Gérard Philippe, je n'ai pas donné les titres pour l'album en ma possession de Dodé, des lettres. De son moulin, il y a l'avant-propos, installation, la diligence de Beaucaire, le secret de Maître Corny. Il n'y a pas sur mon album, mais vous trouverez ça sans mal. Sur cette plateforme, je pense bien. Je ne sais pas si on trouve tous les enregistrements effectués en studio par Fernandel de Dodé sur YouTube, mais il n'y a pas comment ça s'appelait encore l'histoire du curé de Cugnan, hein? Si j'ai fait une erreur quelque part, je me corrige en dessous aussi, en partie comment. C'est une des plus célèbres, une des plus populaires enregistrées par Fernand. Et alors, je ne suis pas un fan d'Antoine de Saint-Exupéry, mais à titre sentimental, oui, pour diverses et pour diverses raisons aussi. Je l'ai toujours conservé. Le Petit Prince de Saint-Exupéry, interprété par Gérard Philippe, qui, lui, contrairement à Fernandel, n'était pas tout seul. Récitant Gérard, mais le Petit Prince, Georges Poujoli, l'allumeur de réverbère, Pierre Larquet, le serpent Michel Leroux, le renard Jacques Grelot et Sylvie Pelayo dans le rôle de la Rose. Contrairement à Fernandel ici, dans l'hypothèse où, sait-on jamais encore une fois, jamais vu, contrairement au Fernandel, ça s'ouvrait sur un intérieur. Vous voyez, ça se déployait de la sorte et vous aviez notamment, outre les dessins de syntaxe bien sûr, une présentation de l'auteur de Léon Paul Fargue, un texte tiré de Confluence de 1947 de Monsieur Léon Paul Fargue. Non, pas vraiment un grand fan d'Antoine de Saint-Exupéry, mais bon, jolie pièce de collection. Maintenant, des fois, je me dis le Fernandel patouche. Mais si vous, vous êtes vraiment syntaxe et que parmi vos rêves et que vous n'y êtes jamais parvenu à vous procurer un exemplaire de ce vinyle, on peut s'arranger. Sincèrement, je peux vous l'envoyer. Ouais, hein, si vraiment, ne me racontez pas des couilles, hein, si vraiment passionné, si vraiment accro et ayant toujours été désireux d'eux, ben oui, ça pourrait s'arranger. Alors vous avez vu Grand Prix du disque, je l'ai dit, tous les deux. Tiens, c'est marrant, il y avait encore sur l'autre, je ne sais pas, mais non, sur l'autre non, mais celui-ci venait de notre ami disquaire qui nous a quittés la semaine dernière chez nous, en Belgique. Hein. Oui, il avait tenu jusqu'en 2021. Je m'étais gouré à un moment donné, hein, quand je me réécoute, il n'a pas fermé déjà. Non, c'est pas en 2000. Bon, pour les aléas de le cours de ma vie a fait que j'ai cessé de fréquenter son établissement à partir des années 2000-2001, c'est vrai, mais oui, il n'a fermé que 20 ans plus tard. Et comme j'ai réintégré à partir d'un moment ma cité natale, au bout de 20 ans, j'ai connu les tout derniers temps. C'était, si j'ai bonne mémoire, avant, vous savez, cette bête qu'on disait contagieuse, qui se baladait, qui n'a pas dû faire que du bien, mais bon, hein, sans citer en 2020. Oui, c'était juste avant, j'étais retourné. Que de nostalgie alors sur le coup. Ben voilà, c'est fait. Je voulais vous montrer mes 2 30 centimètres. Et pour refermer ce numéro, oui, on s'achemine tout doucement déjà vers la clôture de ce FF. Je pense que ça vaudra mieux. Je vais reprendre une petite goutte avant de vous lire ce que nous allons appeler notre texte de clôture. Pas de nouveauté à vous montrer aujourd'hui.
dans les prochains numéros. On va continuer, pour cette rentrée 2025, on va continuer tout à fait en roue libre notre magazine. Rien ne vous interdit, si ça vous plaît ce qu'on fait, de bon, ne vous focalisez peut-être pas sur le contenu de celui-ci, hein. Je vous ai dit, je suis pas vraiment je pète pas la forme, mais bon, si vous aimez, rien ne vous interdit de vous abonner, d'activer la cloche pour ne pas manquer nos, nos prochaines aventures. Oui, activer la cloche, c'est une idée. Mettre un petit signe, un petit pouce, pas interdit, oui, un pouce en l'air, c'est pas comme on disait autrefois, c'est pas interdit. Je ne sais pas pourquoi on a dit pouce bleu à la place de pouce en l'air à partir d'une époque. Bon, peu importe. Alors, je retourne un petit peu chez, oui, le grand Perrier. Pardon encore, je vous donne les références de ce texte après l'avoir lu. Oui, seulement après l'avoir lu. Ce sont des fragments multiples du même ouvrage dont vous allez avoir les références. Oui, je me suis contenté d'aligner les fragments et j'ai trouvé que ça donnait plutôt bien. Alors, pour ouvrir, on dira, nous maintenons, oui, j'ai pris dans le texte, hein, nous maintenons, nous dit l'auteur, nous maintenons qu'on n'a jamais menti autant que de nos jours, et qu'on n'a jamais menti aussi massivement et aussi totalement qu'on le fait aujourd'hui. On n'a jamais menti autant. En effet, jour par jour, heure par heure, minute par minute, des flots de mensonges se déversent sur le monde. La parole, l'écrit, le journal, la radio, tout le progrès technique est mis au service du mensonge. L'homme moderne, là encore, c'est à l'homme totalitaire que nous pensons, baigne dans le mensonge, respire le mensonge, est soumis au mensonge à tous les instants de sa vie. Quant à la qualité, nous voulons parler de la qualité intellectuelle du mensonge moderne. Elle a évolué en sens inverse de son volume. Cela se comprend du reste. Le mensonge moderne, c'est là sa qualité distinctive, est fabriqué en masse et s'adresse à la masse. Or, toute production intellectuelle surtout, destinée à la masse, est obligée d'abaisser ses standards. Aussi, si rien n'est plus raffiné que la technique de la propagande moderne, rien n'est plus grossier que le contenu de ces assertions qui révèlent un mépris absolu et total de la vérité, et même de la simple vraisemblance, mépris qui n'est égalé que par celui qu'il implique des facultés mentales de tous ceux à qui il s'adresse. Alors, j'adapte un petit peu, mais je ne modifie absolument rien au sens, il va sans dire. On pourrait parler d'aristocratie du mensonge. On pourrait parler d'aristocratie du mensonge si ces termes ne juraient pas entre eux. En effet, une élite du mensonge est nécessairement une élite mensongère, une cacocratie et non une aristocratie. Hmm. Une cacocratie et non une aristocratie. Et pour terminer, sans doute, sans doute, hein, dans l'anthropologie, sans doute l'anthropologie totalitaire insiste-t-elle sur l'importance, le rôle et la primauté de l'action, mais elle ne méprise aucunement la raison, ou du moins, ce qu'elle méprise, ou plus exactement à bord, ce ne sont que ses formes les plus hautes, l'intelligence intuitive, la pensée théorique, le nous, ou le nous, comme l'appelaient les Grecs. Quant à la raison discursive, la raison ratiocinante et calculatrice, elle n'en méconnaît nullement la valeur. Bien au contraire, elle la met si haut qu'elle la dénie
commun des mortels. Dans l'anthropologie totalitaire, l'homme ne se définit pas par la pensée, la raison, le jugement, justement parce que, selon elle, l'immense majorité des hommes en est dénuée. D'ailleurs, peut-on encore y parler de l'homme? Aucunement, car l'anthropologie totalitaire n'admet pas l'existence d'une essence humaine une et commune à tous. Entre un homme et un autre homme, la différence n'est pas pour elle une différence de degré, mais une différence de nature. La vieille définition grecque qui détermine l'homme comme zone logicon repose sur une équivoque. Il n'y a pas de liaison nécessaire entre logos raison et logos parole. Pas plus qu'il n'y a de commune mesure entre l'homme animal raisonnable et l'homme animal parlant. Car l'animal parlant est avant tout un animal crédule, et l'animal crédule est précisément celui qui ne pense pas. La pensée, estime-t-elle, c'est-à-dire la raison, discernement du vrai et du faux, décision et jugement, est une chose très rare et très peu répandue dans le monde, une affaire de l'élite et non de la masse. Quant à celle-ci, elle est guidée, ou mieux mue, par l'instinct, la passion, par les sentiments et les ressentiments. Elle ne sait pas penser ni vouloir, elle ne sait qu'obéir et que croire. Elle croit tout ce qu'on lui dit, pourvu qu'on le dise avec assez d'insistance, pourvu aussi que l'on flatte ses passions, ses haines, ses frayeurs. Il est donc inutile de chercher à rester en deçà des limites de la vraisemblance. Au contraire, plus on ment grossièrement, massivement et crûment, mieux sera-t-on cru et suivi. Inutile également de chercher à éviter la contradiction, la masse ne la remarquera jamais. Inutile de chercher à coordonner ce que l'on dit aux uns avec ce que l'on dit aux autres. Personne ne croira ce que l'on dit aux autres et tout le monde croira ce que l'on dit à lui. Inutile de viser à la cohérence, la masse n'a pas de mémoire. Inutile de lui dissimuler la vérité, elle est radicalement incapable de la percevoir. Inutile même de lui cacher qu'on la trompe, elle ne comprendra jamais qu'il s'agit d'elle, qu'il s'agit du traitement auquel on la soumet. La technique du mensonge s'est mise en annotation dans le bouquin. La technique du... par rapport à ce qui vient d'être dit, la technique du mensonge multiple procède d'après le principe «Je suis oiseau, voyez mes ailes. Je suis souris, vive les rats» et offre le grand avantage de permettre la fausse confidence, équivalent psychique de la fausse initiation. La fausse initiation qui donne au trompé la fausse satisfaction de former une exception, de se croire dans le secret et d'éprouver un sentiment de supériorité et donc de contentement en voyant les autres succomber au mensonge. Enfin, c'est cette anthropologie-là qui est à la base de la propagande des membres de ce qu'on peut appeler la conspiration en plein jour. La notion de masse acquiert de cette façon un sens en quelque sorte qualitatif. Oui, cette anthropologie-là, à la base de la propagande des membres de la conspiration en plein jour, et c'est le succès même qu'elle remporte qui explique le mépris littéralement surhumain des totalitaires, nous voulons dire des membres de l'élite qui sait, hmm, pour la masse, pour celle de leurs adversaires, comme pour celle de leurs adhérents, pour la masse, c'est-à-dire pour tous ceux qui les croient et les suivent, pour tous ceux aussi qui, sans les suivre, les croient. La notion de masse, je reprends, la notion de masse acquiert de cette façon un sens en quelque sorte qualitatif et fonctionnel. La masse se définit par l'incapacité de penser et celle-ci se révèle et se démontre dans et par le fait de croire aux doctrines, aux enseignements, aux, aux promesses. Il est clair que, pris dans ce sens, le terme masse désigne non plus une catégorie sociale, mais une catégorie intellectuelle, et que les membres de la masse entre guillemets, se recrutent bien souvent parmi ceux des élites sociales. Alors,
Mmh, à votre avis, ce texte, oui, pour ce qui est de sa cible, est-ce que c'est un texte, d'un auteur contemporain qui, décrit, oh, je ne sais pas moi, allez, on va dire, juste, comme ça, quelque chose qui ressemblerait à nos sociétés libérales du monde occidental? En gros, à l'heure qu'il est, hein, je ne veux pas vous influencer. Mmh, sans blague, vraiment sans blague, je ne cherche pas à vous influencer, je ne suis jamais venu ici poser en influenceur. Mais à votre avis, un texte d'un auteur contemporain, ben non, 1943, Alexandre Coiré, dont nous parlions il y a 15 jours, Alexandre Coiré, dans son petit essai disponible chez Alia, Réflexion sur le mensonge, et même si Alexandre avait rédigé son texte, oui, vous l'avez entendu, pour cause, vous l'avez partant constater aussi, rédigé avec un ton, une tournure assez théorique, et, pour désigner les adversaires qu'il affrontait alors lui, sur le terrain dans l'Hexagone, hein, oui, dans les rangs de la résistance, à l'occupation nazie en France durant la Seconde Guerre mondiale. Alexandre Coiré se contentant dans son ouvrage, pour les cibler, de désigner, et je précise bien que, son livre, son texte est antérieur, oh, doit être antérieur de 8 ans, quelque chose comme ça, au livre d'Hannah Arendt sur le système totalitaire, qui ne sortira qu'en 1951 et dans notre langue en 1972. Mais j'ai soin d'insister sur de renvoyer là au contexte, à l'époque et au cadre, de rédaction de ce texte, que j'ai dit. Et je vais vous montrer le bouquin. Non, c'est chez Alia. Dans la même collection que l'autre que vous aviez déjà vu, je vais pas plus loin aujourd'hui, hein, vous actualisez, vous n'actualisez pas. Je vous dis, je ne veux en rien vous influencer, hein, je veux en rien vous pousser. Le texte s'intitulait «Réflexions sur le mensonge», 1943, et si j'ai fait allusion à Arendt, ce n'est pas oui, c'est pas spécialement, c'est pas du tout, même pour voir dans ce que vous venez d'entendre, quelque chose qui eût été, précurseur, annonciateur de l'autre ouvrage cité. À venir sur les dits, totalitaires, hein, surtout pas. En fait, non, pas du tout, mais parce que j'ai très envie de vous, oui, ça peut une idée comme une autre. C'est en petit format aussi. Ce sont des bouquins pas vraiment chers. Joignez à la lecture de ce texte, le Révolution et contre-révolution au XXe siècle, de monsieur Georges Politzer. Voilà, le livre de monsieur Georges Politzer, compagnon de lutte d'Alexandre Coiré, sur le terrain. Durant la World War II, je vous remercie de m'avoir suivi et vous retrouve dans un meilleur état, j'espère, oui, rétabli dans un peu moins d'une petite semaine. À très bientôt. Et n'hésitez pas à me joindre si c'est du sérieux, bien entendu, si intéressé. Par Gérard Philippe, intéressé par Le Petit Prince. Je vous dis, on peut s'arranger, mais oui, soyez motivés, sérieux. Allez, bye.